C'est une question qui occupe les scientifiques et qui suscite de nombreuses rumeurs et fake news. Quelle est l'origine du nouveau coronavirus apparu en Chine à la fin de l'année 2019 ? Selon une dernière étude publiée le 28 mars par la revue scientifique Nature, l'analyse génétique des échantillons de pangolins capturés lors d'une opération contre les réseaux de contrebande ont permis d'identifier 6 souches de coronavirus et ces dernières possèdent entre 85 et 92% de similarité avec le coronavirus humain. Récemment, un virus isolé à partir d'une espèce de chauve-souris a également été décrit comme à 96% proche du nouveau coronavirus. La théorie qui émerge, c'est celle d'une recombinaison entre deux virus différents, l'un proche de celui de la chauve-souris et l'autre proche du pangolin. Mais dans cette étude, les scientifiques sont sûrs à propos d'une chose, ce virus n'a pas été fabriqué intentionnellement ou pas dans un laboratoire, une théorie complotiste qui a fait florès sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. D'après une étude publiée fin mars, 17% des Français pensent que le virus a été fabriqué intentionnellement en laboratoire, 9% pensent qu'il a été fabriqué en laboratoire mais de manière accidentelle et ce sont les jeunes qui en proportion sont les plus nombreux à croire en cette théorie. Alors Jérémy Pelletier, vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, vous avez coordonné cette enquête. Comment expliquer un tel résultat ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'en gros, avec cette crise, on a le scénario, je dirais, typique, qui peut expliquer l'émergence et la diffusion de théories du complot de façon assez rapide. D'une part, le type de crise, à savoir une crise sanitaire, et on s'aperçoit que les Français font partie sur l'ensemble des pays européens des populations les plus sceptiques, les plus défiantes vis-à-vis des questions sanitaires. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la modalité de la crise, à savoir le confinement. Le fait d'être seul chez soi pour beaucoup d'individus fait qu'une partie des informations, une partie de l'actualité, une partie des explications qu'ils vont lire sur cette crise-là va être sur les réseaux sociaux et sur les écrans. Et on s'aperçoit via des enquêtes précédentes que plus vous indiquez, vous informez d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux, plus vous avez tendance à croire beaucoup plus que la moyenne aux théories du complot. Et puis le troisième élément, c'est le trouble et l'angoisse, l'inquiétude évidemment que suscite cette crise. Alors dans ce contexte de suspicion, quels sont les profils justement qui sont les plus susceptibles d'être partisans de ces théories ? On retrouve les mêmes publics qui sont les publics les plus perméables à ces théories autour du virus et autour du Covid. Finalement, ce sont les mêmes publics qui étaient déjà perméables avant dans les enquêtes précédentes que nous on avait menées, qui étaient déjà testés comme étant les publics les plus perméables et les plus poreux aux théories du complot. Ces publics-là, on peut en distinguer trois. C'est les jeunes générations, et notamment les moins de 35 ans et encore plus spécifiquement les 18-24. Ce sont les classes sociales les plus défavorisées et ce sont les sympathisants du Rassemblement national. Et effectivement, dans ces trois publics-là, vous avez les publics où il y a le plus de défiance et le plus de sentiments de défiance vis-à-vis du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ce n'est pas parce qu'on est sur une crise spécifique, à savoir une crise sanitaire, qu'on a un public différent du public qui croit habituellement, je dirais, plus naturellement aux théories du complot. Et dans le même temps, ces théories du complot, elles ne sont pas nouvelles, mais qu'est-ce qui a changé avec cette crise du coronavirus ? Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que chaque crise maintenant, chaque événement majeur, de retentissement national ou mondial génère ses propres théories du complot, génère sa propre grille de lecture conspirationniste. On pense évidemment au 11 septembre 2001, qui a été un événement, je dirais, fondateur pour, je dirais, la complosphère qui se structure autour, je dirais, d'Alain Soral et de Dieudonné. Et ce 11 septembre-là, justement, a alimenté et a fait émerger un certain nombre de théories du complot qui sont encore de mise, d'ailleurs, aujourd'hui. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que nous, dans les grandes enquêtes qu'on avait réalisées par le passé, on s'apercevait que la théorie à laquelle croyaient le plus de Français était une théorie justement sanitaire. La théorie, c'était celle qui indique et qui stipule que les laboratoires pharmaceutiques sont de mèche avec le ministère de la Santé pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Et donc cette théorie-là, elle est très imprégnée dans le grand public. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une théorie aussi qui a 30 ans, qui est la théorie qui indique que le virus du sida a été fabriqué en laboratoire et ensuite testé sur la population africaine. Ça, c'est une théorie pareille qui fonctionne maintenant depuis 30 ans en France et qui a bien été diffusée.
Ce qui est très intéressant avec le cas du Covid, c'est que justement la théorie sur le virus du sida qui a été créé en laboratoire, il y avait moins d'un Français sur deux qui avait déjà entendu parler de ces théories. Là, on ne parle pas d'adhésion, on parle de notoriété. En gros, on avait, nous, dans nos enquêtes, 47% des Français qui indiquaient avoir déjà entendu parler de ces théories-là autour de la création en laboratoire du virus du sida. S'agissant de la création en laboratoire du Covid, là on est à plus d'un Français sur deux, on est à 53% des Français qui nous disent j'ai entendu parler, j'ai vu passer, j'ai lu cette théorie-là quelque part, ce qui indique quand même la diffusion massive et la notoriété hyper rapide de la théorie et des théories autour du Covid par rapport à des théories qui ont pourtant 30 ans de passé derrière elles. Merci Jérémy Pelletier, je rappelle que vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Merci pour ces précisions.